Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour, où que vous soyez, bienvenue sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Merci d'avoir fait le bon choix. Voici votre émission sociopolitique, Carte sur table sur Océan FM de Cotonou, Urban FM de Parakou et puis sur Océan Télévision. Les partis politiques ou alliances de partis politiques s'organisent pour affronter les prochaines élections législatives et municipales. Tous les états-majors des formations politiques donc affûtent leurs armes. L'actualité, c'est aussi, vous le savez, le forum des cadres des partis et mouvements politiques qui s'est tenu hier à Cotonou. On en parle avec l'invité de ce numéro 4 sur table, l'honorable Adam Bagoudou, député à l'Assemblée nationale et membre de la Haute Cour de justice. Vous aurez l'occasion donc d'intervenir dans cette émission en composant les numéros 65 00 24 24, 61 53 90 53 ou le 21 33 84 19. Merci à tous les auditeurs du Nord qui nous ont rejoints grâce à Urban FM de Parakou, à tous les téléspectateurs qui regardent cette émission grâce à la caméra de Senet Youssoufou de Océan Télévision. C'est également écouté dans le monde entier grâce à l'application Océan FM 48.6 téléchargée sur Play Store. Mesdames et messieurs, voici donc le 37e numéro de votre émission 4 sur table. Voilà, donc le décor est ainsi platé, mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Alors, honorable Adam Bagoudou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher ami. Voilà, merci, la plus qui s'est d'abord sur Cotonou et sur Calabi également, puisque c'est que ce matin, quand on voit un peu, on se demande, est-ce qu'il faut toujours y habiter Cotonou? Merci beaucoup. Je pense que la pluie, c'est d'abord une bénédiction. Tout à fait, absolument. Grâce à Dieu, ouais. Nous appelons toujours donc la pluie et quand elle arrive, on ne peut pas redouter donc les nuisances. Il faut faire avec. Ça, le Cotonou, bien entendu que le site de Cotonou, on ne dira jamais assez, reste un site problématique. Et donc, la question donc d'inondation et de nuisance, en tout cas en période de pluie, ça nécessite de gros moyens. Et je crois que les autorités dont s'y attellent et certainement qu'on y arrivera. Et si on réservait par exemple 1 milliard chaque année depuis 1960, quand on constatait effectivement que Cotonou, quand il pleut, c'est impraticable, on ne peut pas habiter. Est-ce que il n'y a pas cette volonté politique là qui n'existait pas, faut pas se le cacher, parce que quand les personnes chaque jour, c'est cyclique, on dit la même chose. Tout à fait. Vous mettez le doigt là sur un problème très très sensible, très ancien. Vous savez, la question donc de gouvernance devait d'abord être adossée sur la définition d'un cadre logique politique. Il faut un cadrage. C'est pour ça que donc quand nous parlons donc, on fait le bilan donc de tous ceux qui sont succédés depuis donc l'indépendance, on jette parfois rapidement donc la pierre, on dit ils n'ont rien fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas donc de suite dans les idées. Il n'y a pas la définition d'un cadrage national qui permet de dire que, quel que soit donc celui qui va venir, voici comment on doit procéder. Et puis tout le monde veut habiter Cotonou aussi. Exactement. Non, puisque justement ça fait partie donc du cadre. La définition de l'aménagement des territoires. La question de l'aménagement des territoires. On le dit, mais on n'est pas encore arrivé. Donc il faut définir, il faut des assises pour définir concrètement qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les vocations qu'on veut donner à chaque ville. Cotonou, Abou-Ben-Calavi, Ouida, Porto, tout ce qui est autour. Il y a dit donc ce qu'on appelle le Grand Lokoué. Le Grand Lokoué, merci beaucoup pour l'expression. Vous avez vu, on savait que le Grand Lokoué était là. On savait qu'avec la progression, l'installation donc des hommes, de tous ceux-là, on savait que le Grand Lokoué devrait donc finir par être... Enfin, ça va prendre forme. Maintenant que ça prend forme progressivement, on découvre que les infrastructures font défaut. Donc, ça veut dire que la définition du cadrage au départ devait donc permettre que le Grand Lokoué, effectivement, ne soit pas donc simplement sur papier, mais que ça soit donc de façon physique. C'est ça.
On revient comme la volonté du chef de l'État avec cette ambition, et c'est pour ça projet. Et c'est pour ça qu'il faut saluer justement donc, le président Patrice Talon qui a redéfini donc le concept de Grand Nokoué en disant avec donc tous les programmes qu'on peut donc mettre en place dans tout cet espace-là, et bien donc ça doit pouvoir s'intégrer dans une dynamique. Donc le Grand Nokoué tel que c'est défini, ça permet donc de donner de la visibilité. Et justement, ce cadrage donc dont je parlais tantôt, un cadre logique et politique qui permet de dire, quel que soit celui qui va venir, nous avons donc défini désormais ce que nous appelons le Grand Nokoué, et il faut donc pouvoir faire l'aménagement de cet espace en conséquence. C'est ça. Voilà. De façon donc à permettre donc que ça puisse répondre à la vocation, à tout ce qu'on attend donc. Alors nous allons maintenant parler bien sûr de ce forum, des cadres des partis et mouvements politiques qui s'est tenu donc hier à Cotonou. On avait noté justement la présence de quelques formations politiques, le FAR Alafia, FARE, NFD, Dur Barka, FD Afani et puis le GGR. Alors cela rentre justement dans quel cadre, honorable? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous saluer vraiment très sérieusement parce que vous avez marqué un intérêt à cette activité. Et merci donc pour ce que vous faites au quotidien pour informer donc les Béninois. Merci donc votre contribution de qualité au renforcement donc de la démocratie. Parce que ce que vous faites, c'est très important pour que donc nos populations puissent donc être à l'écoute donc de tout ce qui se fait. S'agissant donc de cette activité, comme vous l'avez dit, ça rentre vraiment donc dans le cadre donc des réformes qui sont, disons, annoncées. Vous savez, le chef de l'État a dit qu'il mettra donc un point d'honneur à la réforme du système partisan. C'est ça. Beaucoup donc ont peut-être pas fait attention à ces détails. Mais les acteurs politiques ne devaient donc pas forcément attendre qu'il y ait un décret, un parfum, une loi qui dise allons faisons comme cela, faisons comme cela. C'est ça. Que de façon volontariste, de façon négociée, dans le cadre donc de créer donc des espaces d'échange pour progressivement tendre vers, préparer les conditions donc de cette réforme. Parce que, vous voyez, l'administration de la démocratie est aujourd'hui à l'achat donc de près de 250 partis. 250 partis pour un pays donc de 10 millions d'habitants, manifestement. Donc tout le monde est d'accord sur le diagnostic, tout le monde est d'accord sur les insuffisances, mais on s'accorde très peu sur les solutions. Exactement. Et donc, nous autres, donc, au niveau donc, du parti FAR Alafia, le parti Alafia, la coalition GGR, le parti Nouvelle Force Démocratique, ainsi de suite, tous ceux que vous avez cités, on n'a commencé pas à échanger. Car il faut donc rappeler que, on me dirait, mais pourquoi donc ces partis? Ces partis, justement, parce que le FAR Alafia, créé en 1994, a suivi plusieurs dérivations. Absolument. Tous ceux que vous avez cités sont partis donc du FAR Alafia. Oui. Et alors, le FAR Alafia, donc, ayant réfléchi, ayant donc saisi la balle des réformes politiques donc, annoncées par le chef de l'État, s'est posé la question de savoir, faut-il, disons, s'arrêter à son niveau seul ou inviter tous les partis, les courants dérivés donc de lui, pour donc lancer le débat. La réponse a été donc affirmative. Il faut donc effectivement inviter tous ces partis qui étaient du FAR Alafia au départ et qui sont partis pour diverses raisons. Donc c'est comme ça donc on a mis en place donc un comité de contact pour commencer par échanger avec tous ces courants. Et chacun s'est aperçu de ce qu'effectivement il faut aller vers, disons, la contraction de l'espace, du paysage politique. Il faut aller vers les réformes pour dire simplement affirmer la nécessité de regroupement. Alors, pour ce faire, on a dit, ok, si vous êtes d'accord, on va d'abord donc offrir donc un espace donc d'échange, donc d'où le forum, qui constitue donc une étape vers la constitution donc de ce regroupement. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous donc hier, et tous ces partis qui se sont réclamés à un moment donc de leur histoire de FAR Alafia, de venir apporter leur expérience, de venir apporter les témoignages et qu'on puisse mutualiser les expériences et dire, est-ce que vous avez fini par comprendre que chacun de nous ayant fait ces expériences, voici donc le moment venu donc de dire que faisons-nous, les réformes annoncées par le chef de l'État, qu'on soutient tous, mais quelle est donc la démarche
faut-il attendre que nous puissions, on va décréter? La réponse donc a été oui, il faut donc effectivement mettre tout ça en forme pour dire le regroupement est nécessaire et c'est donc là on a affirmé la dynamique, agir ensemble pour une dynamique unitaire. C'est ça. Mais on vous a bien au président, honorable Adam Bagoudou de ce forum, et plusieurs observateurs avertis étaient surpris de vous voir au Phare Alafia. Alors qu'est-ce qui s'est passé en temps? Est-ce que non, certainement, les observateurs qui pourraient être surpris sont certainement ceux qui n'ont peut-être pas assez lu l'histoire, donc Adam Bagoudou, le parcours politique d'Adam Bagoudou. Alors, le parcours avec la Phare Alafia, c'est quoi? Voilà, vous savez, au lendemain de la conférence nationale, il y a eu donc beaucoup. Le multipartisme a été décrété, donc il y a eu beaucoup de partis qui ont été créés dans la foulée, vous savez. Et moi, personnellement, donc, j'avais fait mes premières armes avec le parti Phare Alafia, notamment. Parce qu'en réalité, quand ça a démarré, en 91, il y avait donc d'abord l'UDS qui... Il faut rappeler que la circonscription électorale était donc, à l'époque, il y avait 6 circonscriptions dans tout le pays. Donc, le Borgou, l'actuel Borgou à Libori, c'est ça qui était la circonscription électorale. Tout à fait. Donc, Tchaourou, dans ma commune, était donc, pour aller donc à la compétition électorale, la première, on a donc travaillé donc au sein de l'UDS. Mais, puisque à cette élection de 91, on n'a pas pu donc trouver de siège de député. Puis alors on a dit bon, certainement que vu donc le positionnement, vu donc l'organisation donc à l'époque, comme on venait donc sortir de la conférence nationale, il fallait donc réfléchir pour voir. Et donc en 94, c'est-à-dire à la veille donc de législature de 95, il y a eu maintenant une réorganisation donc de l'espace politique. Donc c'est de là que Phare Alafia est né. Mais dans le positionnement, encore dans les mêmes conditions de 91, donc il y a eu donc quelques problèmes. L'ADD est né en temps pour un peu donc un meilleur quadrillage politique. Donc on est allé à l'élection de 95 avec donc sous les couleurs de l'ADD et on travaille avec le ministre Dramane Karim à l'époque. Il était donc ministre de l'Éducation nationale sous le président Soglo. Donc c'est comme ça, 95, on a pu donc le faire élire député. Alors, au lendemain donc de ces élections, donc, le Phare Alafia et l'ADD, en 99, se sont réorganisés pour dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour, après donc d'avoir fait l'expérience de 91, de 95, il faut donc réunifier. Bon, les décisions n'ont pas pu porter et on a continué. 99 encore, on a fait une liste ADD face à côté de Phare Alafia. Et à partir de 99, maintenant, on a donc dit définitivement il faut arrêter. C'est ça. Donc, il faut que les initiatives donc, de l'ADD qui ont été lancées en 95 puissent maintenant se fondre dans Phare Alafia. D'où, à partir donc de 99, tous les camarades qui étaient donc dans l'ADD. Donc, on a donc fait, désormais, donc, on a rejoint donc le groupe Phare Alafia. Et c'est à partir donc de ce 2000, à la veille donc de la réélection du président Kérékou pour le second mandat, qu'on a donc fait, disons, on a mis en place donc ce qu'on a appelé donc le groupe d'action républicaine, le comité de soutien à Kérékou, pour un peu donc dire que nous sommes donc dans la dynamique pour vraiment soutenir donc le président Kérékou et donc travailler au sein de Phare Alafia. C'est comme ça, en 2002, pour les premières élections donc locales, la liste UBF, donc le conseil communal donc de Tchaourou, tous les conseillers étaient donc en majorité donc de UBF. C'est ça. Et en 2003, on a pu donc faire la première liste avec le courant Phare Alafia au sein de l'UBF, ce qui a permis donc à mon frère Leonard Tchabisika d'entrer au Parlement. Parce qu'en 1995, on a eu donc la première expérience avec Dramane Karim, mais en 1995, il fallait donc attendre 2003 avec le Phare Alafia pour que notre frère Tchabisika revienne. Donc, c'est ce groupe de cadres et personnalités donc de Tchaourou qui travaillent au sein de Phare Alafia qui ont permis donc de porter donc Tchabisika à l'Assemblée nationale. Donc c'est cette dynamique qui a continué jusqu'en 2006 avec l'élection donc du président Yahya Boni. Alors, vous voyez donc, alors, Adam Bagoudou, dans tout ce que je vous ai cité, vous avez compris donc que je suis donc de Phare Alafia depuis donc l'origine, mais il y a eu quelques, disons,
convenances, quelques ajustements, quelques, disons, j'allais dire quelques réorganisations qui ont fait que donc, entre 95 et 99, on a donc, disons, concédé. Le FALAFIA a concédé donc que la liste ADD puisse être évoluée. Donc, à partir de 2003, en 2002 avec les élections locales, puis 2003 avec l'élection donc législative qui a permis à Kabesika donc d'aller au Parlement. Donc, on a repris en plein donc les couleurs. Donc, après ça, il y a eu donc l'élection de l'UBF. Donc, FALAFIA est rentré dans l'UBF. Puis après, avec l'élection donc du président Yahya Bouni, il fallait donc une grande alliance pour soutenir les actions du président Yahya Bouni. Et là encore, de l'UBF à FCBE, donc les partis qui ont travaillé dans la dynamique de l'élection donc du président Yahya Bouni, se sont donc réorganisés cette fois-ci encore pour bâtir FCBE. Donc, vous avez donc les partis comme l'UDS, comme le FALAFIA, comme le CADR. Pratiquement, FALAFIA a fait pratiquement tous les régimes. Écoutez, il a fait le régime Kérékou. Oui. Il a fait le régime Yahya Bouni. Et maintenant, il fait le régime. Mais tout à fait. FALAFIA est dans une dynamique de construction. Vous voyez, lorsque vous êtes dans la dynamique de construction, il faut pouvoir toujours observer le programme. Quand vous allez à l'élection, FALAFIA n'a pas eu de candidat à l'élection présidentielle de 2016. D'accord. Donc, à partir de cet instant, l'élection, l'alliance donc FCBE a soutenu donc le candidat Zissou. Mais une fois que l'élection est terminée, ce qui reste, c'est donc de construire le pays. C'est le seul programme qui est en vigueur. C'est le programme donc du président Patrice Talon. Ce programme-là est en cours d'exécution. C'est à cela donc qu'il faut s'atteler, il faut donc s'organiser autour pour que ce qui est prévu puisse être réalisé. C'est ça donc le sens donc du combat. Donc en réalité, vous avez, avec d'autres collègues à l'Assemblée nationale, donc annoncé votre retrait donc de l'alliance FCBE. C'est vrai qu'elle ne répondait plus à vos aspirations, c'était ça? Tout à fait. Nous avons donc fait la démarche donc du retrait donc notre retrait donc de FCBE, c'est-à-dire le parti FALAFIA s'est retiré donc de FCBE pour la raison simple que voici. Vous voyez, au lendemain donc des élections de l'élection présidentielle, il fallait que on fasse le débat, qu'on discute qu'on fasse l'évaluation du chemin parcouru. C'est ça. Après les 10 ans donc de gouvernance du président Yahya Bouni, après, avec l'échec donc du candidat Zissou, qu'on fasse le point. Et qu'on voit en quoi on peut être utile pour la construction de ce pays. La suite, vous savez, c'est qu'il n'y a pas eu donc d'accord sur les approches. Et le premier débat qui a opposé, donc, qui a divisé donc, le groupe en deux blocs, vous savez bien, c'est le débat sur le soutien aux réformes politiques, notamment la révision de la Constitution. Et à ce niveau, nous on s'est dit que tous les présidents qui sont succédés ont proposé donc une révision de la Constitution. Le président Kérékou a aimé l'idée. On a estimé que non, c'était suspicieux. Il voulait un troisième mandat. On a même fait des affiches dans tout Cotonou pour dire ne touche pas ma Constitution. Une association. Puis, il a dit OK. Mais lui qui a proposé donc la réforme constitutionnelle a certainement des raisons. Parce qu'il faut pratiquer pour savoir. Soglo a pratiqué, il n'a pas pu donc faire. Kérékou a pratiqué, il n'a pas pu faire. Yahya Bouni a pratiqué, il n'a pas pu faire. Mais il n'y a que donc 4 personnes qui ont pratiqué et qui disent il y a problème. Nous qui n'avons pas pratiqué, nous qui les avons investis, le peuple qui a dit bon, on vous a choisi, allez-y, dirigez-nous. On leur dit non, il ne faut pas toucher. Donc, ils ont dit OK. Donc avec Yahya Bouni, on a eu 2 tentatives. Il y a eu la première commission, par Anzo, puis une autre commission, ils en ont fait. Toujours pour faire les réformes. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Et on s'est dit, mais c'est quoi le problème alors? C'est devenu donc comme du fétichisme. Toute initiative est frappée de suspicion. Alors qu'il y a des raisons objectives. Donc en 2012, les dernières tentatives donc, avec le président de Yahya Bouni,
dès que ça a échoué, alors qu'on était des acteurs majeurs de ce combat, on a circulé dans tout le pays, nous, FCBE, à l'époque, pour demander l'adhésion massive à ces réformes de la Constitution. Ça n'a pas marché parce qu'on a estimé que c'est pour demander un troisième mandat. On a dit, OK. Nous, on est de bonne foi, mais vous avez estimé que c'est pour un troisième mandat. On passe. Le président Talon arrive, oui, en pleine campagne, il dit, je vais faire des réformes politiques. Oui. Et il dit, dès la première année, oui, on va faire donc la réforme de la Constitution. Mais nous autres, on a dit, bravo, parce que ce faisant, oui, il nous rejoint. Parce que refuser, à ce stade-là, ce que vous avez accepté en 2012, oui, enfin de 2006 à 2016, puis 2016, à partir donc d'avril 2016, refuser, ça va paraître bizarre. C'est inconséquent pour un acteur politique devant le peuple béninois. C'est quand même bizarre. Ces gens-là, pendant 10 ans, ils ont chanté qu'il faut réformer, oui, il faut réviser. Et brutalement, ils se rétractent. On a estimé qu'il faut éviter que... Parce que les gens nous suivent. Les gens suivent la trajectoire. Qu'est-ce qui se passe pour que vous développez, vous soutenez donc une démarche 10 ans durant et immédiatement le lendemain, vous rétractez. C'est cela qu'on n'a pas voulu qu'on nous reproche. On a voulu démontrer que nous sommes de bonne foi. D'où notre soutien au projet de réforme. Et on a estimé que au stade donc, qui était donc de la recevabilité du projet. Parce que le premier vote qui nous a divisé, oui, c'est le vote pour la recevabilité du projet. Tout à fait. Avant de passer maintenant aux amendements. On a estimé que non, les amis ont dit non, que même la recevabilité. On dit bon, OK. Nous autres, pour être conséquents avec tout ce qui a été fait 10 ans durant, il fallait donc soutenir. Pour montrer que nous sommes de bonne foi et que les éléments que nous avions identifiés à l'époque, qui étaient à toucher dans cette constitution, oui, restent toujours. Donc, rien n'a changé pour nous dans le document. Pourquoi allons-nous changer alors? Tout nous avons donc fait. Alors, au lendemain donc de ce vote, il y a eu donc, comme si donc nous avons commis donc le crime, enfin, c'est un crime donc de l'année, le crime du siècle. On dit, ah bon. On a dit exactement ce qu'on disait de 10 ans durant, à savoir retoucher la Cour des comptes, pour ne citer que ces exemples-là. On a parlé donc de la constitutionnalisation de la Sénat. On a parlé donc au niveau donc du CSM, la réforme. De la Haute Cour de justice. Puisque vous êtes membre de la Haute Cour de justice, voilà. La Haute Cour de justice. Il y a eu donc des avancées terribles dans le projet qui a été soumis par le président Talon. Parce que tout le monde s'accorde pour reconnaître que ce qui est le mal donc de la démocratie béninoise, c'est la question de l'impunité. Ça nous dit, bon, OK, retouchons donc la Haute Cour. Vous revoyons le mécanisme de saisine et d'éligibilité donc des dossiers au niveau de la Haute Cour de justice. Pour que, enfin, qu'on puisse avoir donc une certaine fluidité. On a dit non, pas question. Donc, une fois que le projet de réforme est bloqué à ce niveau, donc tout s'est écroulé. Donc, nous autres, on a estimé que ce combat mené par le président Yaïbouni pour réformer, mené par le président Kérékou au départ aussi, et puis Yaïbouni après, et que Talon aussi répète la même chose, ça veut dire que on doit s'accorder sur le fait que c'est assez sérieux. Donc, quand on a fait le vote, et que ça a donné l'impression que, ah oui, que c'est pour. Donc, dès que les collègues se sont retirés, le groupe parlementaire dans lequel ils évoluaient, ça a été cassé. De ce fait. Ah oui, parce qu'on a voté pour. Donc, les collègues sont retirés de nos groupes parlementaires respectifs. Bon, une fois qu'ils sont retirés, donc, les groupes parlementaires sont tombés. Le groupe parlementaire de Noa Konola a été donc cassé. Le groupe parlementaire de Kassabalatemi a été cassé. Le groupe parlementaire de SO Pascal a été cassé. Bon. Et c'est de là que vous avez créé le G15. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le G15. Pour dire, bon, comme nous, on a donné notre accord pour la recevabilité du projet. Quant à la forme, avant d'aller au fond, on a dit que c'est déjà la faute lourde. On prend acte. Alors, il y a certains qui évoquent, monsieur, la trahison ou la traîtrise, monsieur, du G15 vis-à-vis de l'ancien régime. Donc, vous balayez du revers de la main tout ça. Mais il n'y a pas de traîtrise. On ne trahit pas un homme. C'est un système. Le système. Je viens de vous démontrer tout à fait, que il faut que le système ait la suite dans les idées. Le président Yaïbouni s'est battu pour la révision constitutionnelle.
On lui a prêté l'intention il le faisait parce qu'il voulait un troisième mandat. On est de ceux et on va soutenir jusqu'à demain. Qui ne s'agit pas donc de troisième mandat, mais il s'agit d'une réforme de fond. Comme le président Talon est venu pour dire je vais faire la même réforme, nous jusqu'à demain, on est des réformistes. Et vous savez, le problème donc de notre pays, c'est que tout le monde appelle les réformes pour que finalement rien ne change. On doit réformer pour que rien ne change. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez donc des gens? Donc, ce qui a opposé, la question de traitise, nous, on laisse donc le soin donc, à leurs auteurs donc, de dire. Parce qu'en réalité, vous avez vu, quand les députés de l'UBF, en 2006, on rejoint donc le président Yahya Boni pour faire FCBE. Il n'y a pas de trahison en ce temps. Comme c'est nous qui avons reçu en ce temps, c'était bravo. On a applaudi des deux mains. C'est maintenant qu'on a voté pour la recevabilité que c'est trahison. Or, la ligne de FCBE, 10 ans durant, c'est la réforme. On a trahi la ligne de la réforme alors qu'on est en train de faire la réforme. On a voté pour la recevabilité, la recevabilité de la Constitution. Les gens font le débat et se contredisent. Comment vous pouvez comprendre que vous qui avez prôné qu'on doit faire une révision 2 fois de suite, qu'on a mis en place 2 commissions, je vous ai rappelé, et que quelqu'un d'autre vienne pour dire je vais faire encore, et vous dites non. On a estimé que non, que dans l'approche donc ça pose problème. Il faut d'abord, pour montrer au peuple béninois que vous êtes en cohérence avec tout ce que vous avez prôné, aller d'abord à la recevabilité. J'aurais bien aimé que nous échangions sur les points clés, qu'on dit, c'est sur ce point qu'on n'est pas d'accord. Les questions de mandat unique, les questions... Ça, c'est dans le fond. On n'a pas encore touché, on n'a même pas encore ouvert le dossier. Le dossier est déjà... Et c'est donc ça qui est la gêne du groupe G15. C'est pour ça qu'on s'est rétracté, on a pris acte de la décision de dire. Donc quand les collèges les groupes parlementaires ont été cassés, la conséquence, il fallait tirer ça en Suisse. C'est ça. Il fallait juste conclure qu'à partir du moment où les groupes parlementaires sont cassés, donc on doit recréer, donc, on a créé le groupe G15. Et la seconde conséquence, c'est le retrait. La suspension d'abord de nos activités au sein de FCBE. Parce que, mais, dans un groupe où vous avez posé une date et les gens ont estimé que c'est contraire à leur approche, alors que c'est la même approche que vous avez défendue ensemble 10 ans durant. Nous, on a estimé que, bon, en tout cas, nous, on est en cohérence avec ce qui était dit 10 ans durant. Et ils estiment que c'est en contradiction. À part ça, donc, on a donc des options idéologiques différentes. Donc, on a fait donc 2 blocs. Le G15 a compté dans son travail de redéfinition des perspectives politiques, de réorganisation politique. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un groupe qui pense que se contredire en permanence, c'est ça donc qui est la règle. Voilà. Donc le 11 mai dernier, vous avez donc posé un acte de notre route parti politique, donc celui de soutenir le président Patrice Talon avec le G15. Alors vous faites partie du nouveau groupe parlementaire créé le 11 septembre dernier et présidé par l'honorable Barthélemy Cassaz. Et c'est vous qui avez justement lu la déclaration au nom des membres du groupe Agir pour la République. Alors, quel était l'objectif? Vous l'avez tout à l'heure dit, tout à l'heure. Alors, vous avez dit dans votre déclaration que Agir pour la République veut concentrer ses efforts pour le soutien du bloc de la majorité parlementaire en vue d'accompagner le président Talon dans la réalisation de ses ambitions pour le Bénin. Vous voulez accompagner le PAG, c'est ça? Tout à fait. Comme tout le monde. Vous voyez, on a dit au départ, on veut soutenir les réformes. La réforme phare qui est venue, c'est la réforme de la Constitution. C'est le premier débat. Pour un homme politique conséquent, lorsque vous proclamez que vous voulez appuyer les réformes politiques, on vous soumet ça et vous refusez. Nous qui avons accepté ça, la seconde étape de réforme, le gros lot, c'est dans le PAG. Le PAG est un concentré de l'ensemble. Donc, qu'on dise encore que si il y a un pilier que nous acceptons, on ne veut pas un autre pilier. Non, ce n'est pas nous qui
avons rédigé donc le PAG. C'est ça. Le président Talon est élu et a rédigé un programme d'action qu'il a soumis. C'est à lui le programme. On ne va pas exiger que Talon nous fasse un programme comme si c'était nous qui étions élus. Quand vous êtes un acteur politique, vous vous battez pour être utile pour la République. C'est ça. Être utile pour la République, c'est faire en sorte que ce que le président élu se propose de faire, qu'il puisse le faire. Et non lui dire, tu ne dois pas faire ce que tu as prévu, fais ce que nous on veut. Parce que ce que nous on voulait, on l'a fait. On l'a fait. Ce qu'on voulait, la révision de constitution, ça n'a pas pu marcher. Quelqu'un dit, je vais faire ça. On ne voit pas pourquoi il faut. Donc le PAG, soutenir le PAG, c'est une démarche républicaine. C'est une démarche politique pour montrer que vous êtes en train de construire. Parce que ce pays a trop souffert. Tant que ce n'est pas moi, ça ne va pas marcher. On en parle un peu de l'inondation à Cotonou, par exemple. Tant que ce n'est pas moi, ça ne va pas marcher. On ne s'accorde pas sur. Quelqu'un dit, voici mes ambitions. Mais comment on peut estimer que celui qui est élu n'a pas le droit de proposer une démarche? Alors qu'il a été élu selon son programme. Et c'est pour ça qu'il est élu. Le peuple béninois, 65%, ce n'est pas rien. Donc, vous avez porté un candidat qui a échoué 35% contre 65%. Ceux qui a 65%, c'est donc son programme qui s'impose. Il devient le président de tous les Béninois. Il démarre le processus et on dit non, on ne va pas soutenir ce qu'il va faire pour le pays. Non, il faut soutenir ça pour l'aider et lui demander de compte après. Quand vous allez vous dire à quelqu'un, tu n'as pas fait ceci. Et pourtant, au départ, déjà, vous lui avez dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Non. Parce que nous autres, quand vous voyez donc notre progression, de 2006 à 2016, tout ce qui a été donc proposé par le président Boniaï, il a fait ce qu'il a pu. Il a eu donc les occasions donc de faire. Mais celui qui est là aujourd'hui, donne-lui aussi donc l'occasion donc de faire. Pour qu'à la fin, on puisse dire, bon, tu as dit que tu veux faire ceci, tu as fait à 20%, 30%, en conséquence, bon, on n'a pas atteint donc le résultat, ou bien on a atteint ici, il reste un peu ici, c'est tout. Et comme ça, à l'occasion donc de l'évaluation nationale. Parce que les élections viennent pour évaluer les acteurs politiques. Celui qui a dit qu'il va faire et qui n'a pas pu faire, à l'occasion des élections, ça va s'évaluer. Mais il ne s'agit pas donc de décréter à l'avance, à la place donc du peuple, que ce qu'il a dit qu'il va faire là, on ne doit pas le soutenir. Non. Nous, on a estimé qu'il faut le soutenir, quitte à ce que, à la fin, on fasse donc le point ensemble. C'est ça. Est-ce que le fait de créer ce forum des cadres et voilà, des partis politiques ou mouvements des partis politiques, c'est pour affaiblir un peu l'influence des FCB dans le Nord? Non, pas du tout. On n'agit pas pour ou contre quelqu'un. En tout cas, pas pour contre quelqu'un. Je vous ai dit, la réforme du système partisan est annoncée. Nous sommes d'accord pour soutenir cette réforme. Et en prélude à cette réforme, il y a nécessité donc de recentrage. Le Falafia a eu des dérivations successives durant des années. Et ces dérivations, ces partis courants dérivés, qui s'identifient toujours à lui, se sont rapprochés pour dire, posons le débat, réfléchissons ensemble. Donc, nous sommes dans une démarche de construire un espace politique beaucoup plus homogène. Parce qu'en réalité, tel que ça fonctionne, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a problème. 200 partis. Et quand on fait le point des partis présents à l'Assemblée nationale, on constate qu'il ne fallait pas 200 partis pour administrer. Alors, que faire? Donc, l'étape du forum de ces partis et ces courants dérivés, après cette étape-là, l'étape qui va suivre, c'est d'élargir donc la réflexion sur l'ensemble donc des autres partis. Parce qu'on ne peut pas aller avec donc Falafia à une discussion, alors qu'il y a des partis qui ont quitté ces rangs et qui souhaitent toujours reprendre donc leur place. Pourquoi pas? Donc c'est ça qui a fait que donc la démarche qui a été donc lancée, c'est dans un processus. C'est également dans la perspective des élections législatives qui pointent à l'horizon. Absolument, c'est un processus. Après donc ce forum, l'état qui va suivre, c'est donc le congrès de réunification donc du parti. Une fois qu'on a fait ça,
on vient maintenant à la table de discussion avec l'ensemble des autres forces pour dire, bon, nous, on a déjà fait le ménage un peu. L'idée, c'est donc de contracter, de quitter 200 parties pour venir peut-être j'en sais rien, à un autre chiffre, en tout cas, plus digeste, plus acceptable. Mais nous, on a déjà fait un peu le ménage. Donc, si on fait comme ça des ménages, étape par étape, on finira à l'étape finale retrouver, non pas 200, mais peut-être un groupe un peu plus léger, et c'est plus facile à manœuvrer. La décision sera plus facile. C'est pour ça que donc, on a d'abord fait ces premiers, on a fait, disons, un ménage, un toilettage, pour éviter que nous traînons toujours donc tout un contingent donc, de partis qui se reconnaissent donc, en tout cas qui sont des affluents donc du Grand Fleuve, mais qui adhèrent donc à la démarche. Donc, voilà. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les membres du FCB? Ça se passe bien? Très bien, il n'y a aucun problème. On est des amis politiques, il n'y a pas de problème. On n'est pas en guerre. On est toujours donc, la preuve, on est tous ensemble à l'Assemblée nationale avec les députés, sur le terrain. Non, la démocratie a besoin donc de convivialité et donc de sérénité. On a besoin donc de tout le monde. On a besoin donc des gens qui ne sont pas d'accord. On a besoin des gens qui sont d'accord. Il faut un tout pour le pays. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit. On va se battre pour qu'ils ne soient pas, qu'ils disent c'est pourquoi ils ne sont pas d'accord. Mais qu'ils se battent aussi pour que nous aussi on soit d'accord. Parce qu'il faut avancer. Est-ce que vous avez les nouvelles du président Boni Yayi? Il se porte très très bien. Le président Boni Yayi se porte très bien. Le président Boni Yayi, bon, lui, c'est notre patriarche, il est à la retraite. Il a fini il a donné ce qu'il peut donner pour le pays. Et pourtant, les gens annoncent également pour les législatives de 2019. Non, les gens sont en train donc de plaisanter. Ah oui. Oui, ils plaisantent. Vous voyez, je ne crois pas. Je ne crois pas que quelqu'un qui a donné le meilleur de lui-même, comme vous l'avez vu, qu'on lui prête intention, mais qu'on le force à revenir donc pour faire un combat de trop. Parce qu'en réalité, ce qui vient, c'est le problème de fond qu'ils ont au niveau donc du FCB. Ce n'est pas un problème donc c'est parce qu'ils sont à la recherche d'un nouveau projet politique. C'est ça. Quel est le nouveau projet politique? Le candidat qui a été soutenu, il n'est plus sur le terrain. Donc, il faut trouver une alternative. Or, le président il ne peut pas être un suppléant à un chef qu'on cherche. Il n'est pas suppléant de quelqu'un. Lui, il a fait son combat, il a fait son temps, 10 ans. Mais si on ne trouve pas disons, un nouveau chef, qu'on va forcément rappeler donc quelqu'un qui... Ce serait une surprise pour vous de le voir sur la liste du FCB pour les législatives prochaines, c'est ça? Je veux bien que... Moi, je crois que c'est une plaisanterie. Maintenant, si ça devient... que c'est ça qui est l'option, ben, on avisera. On avisera. Puisqu'on est sur le terrain politique. On avisera. On avisera. Mais il va se trouver dans la même circonscription électorale que vous. Et comment ça va se passer? Puisque c'est quand même votre ancien mentor, quand même. C'est même mon oncle. Alors, comment ça va se passer? Oui. Il n'y a aucun problème. L'élection. Mais la 8e circonscription électorale est assez vaste. Pour qu'on on peut même circuler sans se croiser. Le plus important, c'est que les débats politiques, les débats d'idées, il nous a enseigné beaucoup de choses. On a été à son école et je sais qu'il a déjà accepté que nous puissions, nous les jeunes, nous puissions prendre le relais. C'est ça. Et je sais qu'il se battra toujours pour que ce relais-là puisse donc se poursuivre. Donc, je ne crois pas que ça va être une gêne pour lui, qu'on dit que donc, ces enfants que nous sommes en train de travailler pour pérenniser donc les acquis. Il n'y aura pas donc combat entre lui et nous, puisque c'est lui qui nous a dit qu'il faut donc la sincérité, il faut l'engagement, que la République, il a dit, c'est un boubou blanc, il ne faut pas tâcher ça. Quand quelqu'un l'a porté, il faut tout faire pour garder ça intact, parce que ça va porter un autre qui va le porter demain. Quand il a porté le boubou, il a cédé à Talon aujourd'hui. Oui. On va tout faire pour que le boubou ne soit pas taché. Se battre pour que le boubou ne soit pas taché, c'est donc ce combat qu'on a été de mener, à savoir l'aider à ce que ce pays soit
qu'on a plusieurs pays qui est, disons, d'un pays de démocratie, de paix et autres, qu'on puisse donc continuer à garder donc ce climat et permettre donc que les dirigeants puissent travailler dans la sérénité. Donc, nous, on est assez serein. Alors, honorable Adam Bagoudou, on parle depuis quelques jours d'un remaniement ministériel qui se profile à l'horizon. Alors, le chef de l'État, ça va prendre tout son temps, il ne faut pas se le cacher. Alors, on vous a même cité, même pas plus tard qu'hier, dans le prochain gouvernement du président Talon. Ah bon? Vous fiez aux autres, c'est pas? Non, pas forcément WhatsApp. C'est les rumeurs qui circulent dans les palais du gouverneur à Porte-Nouveau. WhatsApp. Vous avez lu aussi, c'est ça? WhatsApp a déjà fait plus de 10 gouvernements pour Talon. Ça, il en fait tous les jours. Non, plus sérieusement, le chef de l'État, c'est le seul qui définit et conduit la politique de la nation. C'est qui choisit déjà qu'il le faut pour l'accompagner. Qu'il prenne son temps, il n'y a que lui qui définit donc le timing. On n'a pas donc besoin de faire des suppléments. Je suis parfois surpris de voir que les gens font. C'est vrai. Les gens sont allés même dire que la liste est actuellement sur la table à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis que le WhatsApp est en train de faire. WhatsApp, ce n'est pas dans la Constitution, c'est Talon qui est dans la Constitution. C'est Talon qui le fait. Donc, WhatsApp va faire, va dire, va défaire. Non, je crois qu'il faut laisser donc le président Talon. Disons, parce que c'est une pression qu'on exerce sur en fait, oui, c'est une pression, mais non, je crois que c'est pas comme ça les choses doivent aller. Il faut que on apprend progressivement dans notre pays à laisser, à ne pas exercer, donc il faut apprendre à ne pas exercer donc des pressions sur les chefs. Le chef n'est pas le plus bête de nous tous. Le chef, c'est celui que Dieu a trouvé d'éclairer parmi nous. Alors, s'il est éclairé, et les lois lui ont dit ce qu'il faut faire, laissez-le donc agir, laissez-le s'organiser. Et que de tous les matins, il a fait ça. Je lis des choses abominables. Je dis des choses sur un chef d'État. C'est grave. Notre démocratie. Mais vous savez, le WhatsApp, les réseaux sociaux, ceux qui ont créé ça n'ont pas fait ça pour qu'on s'insulte tous les matins. Donc je constate que c'est ça, à ça que ça sert. Les services énormes qu'il y a donc, qu'on peut faire donc avec nos Android, les services énormes qu'on peut, par exemple, au niveau financier, les services financiers, pouvoir donc avoir donc faire des paiements en ligne, faire des opérations. Mais toutes ces opérations-là, on met ça de côté de développer. Doit être le numérique au service donc du développement. Oui, on prend tout le temps. Tu vois donc des gens qui prennent tout le temps donc dans les réseaux sociaux, rien que pour des injures, rien que pour... Et tu te demandes finalement, mais quand est-ce qu'ils travaillent? Quand est-ce qu'ils travaillent pour que ce pays avance? Ils perdent tout le temps à se chamailler, à insulter, à diaboliser l'autre. Ils jugent les gens, ils croient pouvoir juger les gens, mais en réalité, c'est leur propre sentiment. C'est ça. Qu'il essaie donc de faire porter. Alors, il y a également le chef de l'État qui a annoncé, vous l'avez si bien dit, vous êtes informé par rapport à ça, puisque le député à l'Assemblée nationale qui a annoncé la fin de mission donc, du ministre Hervé Romain dans son gouvernement. Parti Taton n'a pas donné du détail sur les raisons du limogeage de son ministre considéré comme l'un de ses fidèles. Alors, les sociétés ont demandé au secrétariat donc, du gouvernement de la présidente d'expliquer au bilan les motifs pour lesquels le président de la République a limogé M. Hervé Romain de sorte à dissiper un peu les rumeurs qui alimentent cette affaire de limogeage. D'abord, vous avez été surpris par rapport à cette décision du chef de l'État de se séparer, M. d'un de ses fidèles? C'est sûr que l'observateur disons, de la vie nationale que je suis, comme tout le monde, je suis surpris. Je suis surpris puisque des jours avant, des semaines avant, rien n'indiquait qu'il y avait un problème. Mais encore une fois, Hospice, le chef de l'État nomme et met fin, c'est ça, aux fonctions de ministre. Donc, lorsque il a choisi quelqu'un, toi et moi on a découvert ça dans la presse, que tel a été choisi. Et comme c'est lui qui doit mettre fin, par le même canal qu'on a découvert que on l'a choisi, et comme ça on a découvert qu'on a mis fin. Ça veut dire que jusque-là il est dans ses prérogatives.
Deuxième élément maintenant. Il faut qu'il explique pourquoi il a fait. Voilà. C'est vrai qu'il a droit, disons, il y a un devoir d'explication. Il ne peut pas droit à l'explication. Mais dans quel délai doit-il expliquer? Est-ce que les tests de la République ont prescrit que s'il fait ça à 8h, à 10h, il doit dire, ou bien il doit patienter, ou doit. La preuve, à ce jour, on n'a pas su pourquoi Azanaya a démissionné. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su. Et pourtant, le Bénin continue d'être le Bénin, donc on avance. Non, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à impact relatif. Des secrets d'État, peut-être. Il y a des événements qui sont à impact très marginal, très relatif. Et que, assez accroché indéfiniment, on va perdre le fil de l'essentiel. C'est pour ça que je considère que les questions de ce genre, quoique il est suggestif que nous puissions avoir donc l'opportunité, donc que le peuple ait l'opportunité donc d'écouter le chef. Et je sais que en son temps, il se réserve donc, il va finir par donc, disons, trouver un moyen au détour donc d'une communication. Parce que si il en fait spécialement un événement pour venir dire, pour venir expliquer, ça peut paraître un peu chaud. Donc peut-être qu'il prend le temps donc de faire peut-être trouver une occasion pour en parler ou faire parler donc les services disons compétents. Pour ce que je sais, jusque là, je souhaite donc qu'on garde la sérénité, qu'on observe. C'est sûr que... On constate que le chef de l'État n'a pas d'amis. Voilà. Parce que tous ceux là qui sont autour de lui pensaient que bon, voilà, il était intouchable, mais aujourd'hui, on a constaté que le chef de l'État, c'est d'abord et avant tout les résultats. Non, l'amitié, pour un chef d'État, l'amitié, c'est d'abord donc l'intérêt donc général. Quand tu es chef de l'État, quand tu es au service, comme il est là, votre allié, c'est d'abord le peuple. Le peuple, est-ce que le peuple est satisfait? Est-ce qu'il y a problème? Si un acteur, un collaborateur vient vous aider, l'autre question, est-ce qu'il agit conformément à vos indications par rapport justement donc à la sauvegarde de l'intérêt général? Si c'est le cas, ben, vous avez vu, ce n'est pas la première fois que le ministre est limogé. Vous avez déjà vu par le passé. Parce que simplement, dans cette position, ben, les chefs, ils sont obligés donc d'agir pour au moins sauver l'image, certainement. Ça sacrifie peut-être un citoyen, ok, mais hélas, enfin, fort heureusement que ça règle peut-être le problème donc de l'image globale. Voilà. On a vu également votre collègue Rachid Goudamassi tenir des propos un peu tonitruants. Il a dit qu'après les 10 ans du président Patrice Talon, c'est à lui que le peuple devrait normalement choisir pour présider à la distribution de ce pays-là. Est-ce que ça a été également une surprise pour vous d'entendre ces genres de déclarations venant de l'honorable Rachid Goudamassi? Non, l'honorable Rachid Goudamassi, c'est un acteur politique. Il est un chef de parti, Chati Djibaka. Il a créé son parti pour conquérir le pouvoir d'État. Donc, il est en train de s'organiser pour, disons, atteindre l'objectif fixé à un parti politique. Donc, de ce point de vue, c'est normal qu'il dise que bon, il veut. Est-ce qu'il a rien solide pour diriger? Non, il dit, je veux. Parce que là où vous êtes là, je sais que si on vous pose la question, vous allez dire que vous aussi, vous voulez être le président de l'Union africaine. Maintenant, il reste à ce que, bon, on va vous demander, mais comment vous allez faire pour y arriver? Ça, c'est le débat. Mais avez-vous les outils pour y arriver? Mais lui, il a l'outil, il dit le parti, Djibaka, je suis président de ça, et avec ça, je peux. Est-ce que ça suffit? Maintenant, oui. Aujourd'hui, il faut convaincre le peuple également. Aujourd'hui, maintenant, le parti, non, justement, c'est une question d'étape. J'ai dit le parti est créé pour prendre le pouvoir un jour. C'est pour ça que les gens créent pas. Exercer le pouvoir d'État. Lui, il a créé et il dit je veux déjà. Il ne fait que traduire ce qu'un parti fait. C'est ça. Maintenant que votre question, c'est de savoir entre ce qu'il veut là et ce qu'il est possible de faire, ou le cadre aujourd'hui donc politique du Bénin, ça c'est notre débat. Et ce n'est pas vous et moi qui décidons. Là, c'est le peuple. Est-ce qu'au niveau du regroupement, au niveau du forum, vous avez discuté de ça? Non, pas du tout. Le forum, justement, vous avez vu,
chaque parti était créé. Chaque parti, chaque chef de parti se lève et fait ce genre Non. Avant le forum, c'était possible. Maintenant, il y a une dynamique unitaire, il y a un cadre logique désormais où tout le monde est. On dit bon. Désormais, c'est le CRESE unique là qui va maintenant décider de comment on va faire pour aller à l'élection. Vous avez compris? Donc, la nuance entre hier et aujourd'hui, c'est que avant donc le forum, bon, chacun peut dire moi j'avais l'intention. Maintenant, à partir de cet instant-ci où il est rentré dans un regroupement, il y a un peu de discipline du groupe. Et par rapport à ça, nous estimons que l'ambition d'hier, ça va être versé certainement dans le CRESE, le nouveau CRESE, la dynamique unitaire, et certainement, si au sein donc de la dynamique unitaire, du nouveau CRESE politique, si il réaffirme donc son ambition d'être le prochain candidat, en tout cas après le président Talon, le groupe va aviser. Voilà. Alors, je vais vous demander bien sûr d'apprécier, après près de 18 mois dans de gouvernance du président Patrice Talon, que direz-vous, honorable? Merci beaucoup. Je pense que nous avons souvent, c'est normal, le peuple brûle beaucoup d'impatience, parfois, et légitime. Les attentes sont assez fortes. C'est que quand on vous installe chef, c'est parce qu'on vous demande des résultats immédiatement. Celui qui dit je veux hospice, je vais te prendre, il t'envoie en mission. Donc l'électeur qui a mis son bulletin pour dire je choisis hospice, c'est parce qu'il espère. Il y a un message, son bulletin qu'il a choisi. Il y a quelque chose qu'il veut. Ce qu'il veut là, c'est immédiatement. Il ne veut pas savoir si le lendemain, comment tu vas faire. C'est pas ça son problème. Il veut ça immédiatement. Donc c'est comme ça que le peuple fonctionne. On va à l'élection, on vote et on dit, moi je veux que tel soit président. Moi je veux que tel soit député, et que tel soit maire. Quand le peuple a fini de voter, c'est instantané. Oui. Dès qu'il rentre chez lui, et qu'on a proclamé que hospice est désigné, c'est fini. Ça. Une fois que le lac fait ça, il n'attend que les résultats. Le lendemain là. Vous êtes installé là, vous devez produire immédiatement les résultats. Alors, la question donc est de savoir entre donc la production des résultats, entre le vote et la production des résultats, le temps qu'il faut pour que ces résultats soient réellement atteints. C'est ça. On observe que lorsque ça fait 1 mois, 2 mois, 1 an, on se demande, mais finalement donc, ça traîne. Non, en réalité, ça ne traîne pas. C'est vu de nous qui avons, c'est nous qui attendons quelque chose, c'est pour ça qu'on dit. Mais celui qui est en train de faire, celui qui est à la cuisine, il sait que le niveau il connaît le niveau de cuisson. C'est lui qui vous dit, un peu de patience, je suis déjà assez avancé. Donc sur la question de 18 mois, la personne globale, moi je dirais que il y a de la volonté affichée. C'est ça. Il y a de l'engagement. Il y a une détermination. Il y a la vision qui est tracée, une feuille de route, le PAG, qui dit, bon, voici là où on va. Une fois que quelqu'un a indiqué le chemin qu'il veut prendre, les moyens qu'il veut utiliser, quand est-ce qu'il démarre, mais il vous a donné ainsi donc les indicateurs de mesure. Il vous dit, attendez-moi, puisqu'il dit, voici, je prends ce chemin. Il dit, voilà le moyen par lequel je viens. Donc, ça veut dire que vous êtes capable donc de l'attendre. Donc, il vous donne les moyens d'évaluer. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, dès que vous avez un chef qui vous a donné les indicateurs de mesure, donnez donc les indications, prenez-les et la patiente pour dire, bon, après de moi, il a donné donc les moyens, on va donc pouvoir donc l'évaluer sur la base de ça. Donc, je vais dire, pour résumer sur ce chapitre, que la question donc de la production des résultats, c'est pas pour rien que le législateur, le Constitution a dit qu'on doit faire 5 ans. Parce que s'il était possible d'avoir des résultats en moins d'un an, ou en moins de 2 ans, on avait dit que les mandats sont de 2 ans, renouvelables.
2 fois, ou 3 fois, ou 5 fois, pour faire 2 ans, pour faire les 10 ans. Mais on a dit 5 ans, une fois. Ça veut dire que le constituant a déjà compris que pour produire des résultats, ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas 2 ans, c'est sur au moins 5 ans. Et qu'il y aura certainement donc des choses inachevées qu'on ne va pas faire lors de la 5e, à partir de la 6e, enfin, du second mandat. Donc, pour résumer, on va simplement. C'est normal qu'on soit impatient, c'est légitime, mais ça va donc. Les problèmes sociaux, les problèmes que chacun vit, on dit, on aurait dû pas faire ceci, il fallait faire cela. Encore une fois, c'est toujours de la responsabilité de celui qui fait pour dire, moi je pense que si on fait comme ceci, on va atteindre le résultat. C'est ça. Maintenant, de notre point de vue, nous autres, qui n'agissons pas, on peut trouver que c'est pas suffisamment articulé. Mais hélas, le commandement, c'est dans la main de ceux qui agissent. C'est lui qui doit dire, non. Faisons ça comme ça. Ça. Et puis après, je vais vous expliquer. Oui. Avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, pour vous poser, peut-être, on n'a pas peut-être aborder toutes les préoccupations donc, dans cette émission. Vous avez rigolé, comme les autres députés à l'Assemblée nationale, sur peut-être la proposition de loi du député Nazer Sadou sur les cérémonies ruineuses dans notre pays. Pourquoi c'est rigolo? Est-ce que c'est parce que il a voulu juste tenter un peu les députés à l'Assemblée nationale? Non, mon frère Nazer Sadou est très sincère. Ah oui. Il est sincère. Et avec lui, nous sommes aussi sincères. On n'a pas rigolé. On a été... On l'encourage même à poursuivre la réflexion. Et ensemble, on va réfléchir avec lui. Mais ça, c'est possible. On n'est pas encore au niveau donc, de la possibilité. On est d'abord au niveau de la recevabilité des débats. La recevabilité des débats, c'est que notre pays donne... Enfin, la part que nous donnons, la place que nous donnons à tout ce qui est cérémonie, il faut commencer par voir la possibilité d'inverser le débat. C'est-à-dire, quand vous voyez, c'est toute une machine, les funérailles. On se dit, bon, est-ce que nous avons réellement les moyens de tenir ce niveau et ce rythme de funérailles? Quand tu prends les ménages, prenez un à un, on voit que c'est des sources d'endettement grave. Et ça fragilise les budgets. Et ça hypothèque beaucoup d'investissements, en tout cas beaucoup de financement au niveau du social. Parce que dès que quelqu'un a éploré, il faut un temps pour donc aller d'abord mettre donc le corps en état donc de choses et le temps de s'apprêter. Peut-être ça fait durer 1 mois, 2 mois. On met tout le monde sous stress. Toute la famille et tout. Et pendant ce temps, il faut chercher les moyens. Donc, le collègue, dans sa réflexion, a estimé qu'il faut libérer les gens un peu. Il faut commencer par libérer. Peut-être qu'au lieu de dire qu'on est libre de faire indéfiniment. C'est vrai que c'est individuel. C'est la liberté et laisser à chacun d'agir. Mais il y a une ordonnance de 1967 qui a même fixé un montant, je crois, à peine donc de 2000 francs ou 3000 francs, quelque chose comme ça. Il y a une ordonnance comme ça qui a fixé qu'on ne doit pas dépasser ça. Sadou Nazer veut se fonder sur ça pour dire. Mais donc, il y avait même quelque chose qui organisait. Donc, moi, je vois la démarche du collègue Sadou, c'est une démarche pédagogique pour un peu amener le peuple à réfléchir sur notre façon de faire. Pas forcément sur la possibilité immédiate, mais c'est pour dire, est-ce que ce qu'on fait, on ne va pas s'interroger? Peut-être que le débat étant posé maintenant, il peut dire, compte tenu de ce que Nazer a dit là, on n'a qu'à commencer par réfléchir pour un peu simplifier. Pour un peu simplifier, parce qu'en ne simplifiant pas, beaucoup donc de citoyens vont éprouver donc des difficultés. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui s'endettent. Ils s'endettent. Effectivement, faire la cérémonie.
d'animation. Alors nous allons peut-être, c'est pas avec la permission du technicien en chef, recevoir quelques auditeurs qui sans doute peut-être ont envie de vous poser quelques questions d'éclaircissement. Donc nous avons été là puisque nous sommes tenus par le temps. Alors on aura, voilà donc les différentes préoccupations donc, des auditeurs. Et à M. Denis, M. Emmanuel, Moussa Fataï, Alain et puis Sébastien, vous avez pris une note, comme moi d'ailleurs. Alors nous allons commencer par le premier, Denis. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans la politique aujourd'hui au Bénin? Merci beaucoup. Je pense que d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus, ceux qui ont pu avoir la chance de trouver la ligne. Ceux qui n'ont pas pu trouver, bon, on va certainement se donner rendez-vous une autre fois. Oui, c'est parce qu'il y a dans la politique que Hospice a trouvé quelqu'un et puis a dit venir faire le débat pour occuper l'espace. Tout à fait. C'est parce qu'il y a dans la politique que nous avons donc des députés à l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il y a dans la politique que nous avons pu donc, dans le cadre de l'animation politique, on a pu organiser le forum. Donc, il y a dans la politique. Il y a peut-être que chacun veut son homme politique à sa manière. Chacun veut son homme politique. Hein? Je voudrais simplement inviter les amis à... quand on est spectateur joyeux, on est à la touche et on juge. C'est très facile. C'est comme donc celui qui est donc au bord sur un match de football. Il trouve que le joueur joue mal, mais on va souhaiter simplement que les gens puissent abonner un jour le maillot et qu'ils viennent aussi pour s'essayer. Comme ça, on va pouvoir, chacun, comme Dieu merci, il y a de la place pour tout le monde. On va finir par trouver. Il n'y a pas de bons hommes, il n'y a pas de bon système. C'est chacun. Tous ceux qui sont dehors ou dedans, dans le cadre de la politique, il n'y a pas de gens de mauvaise foi. Chacun est dans la recherche donc, du bien pour ce pays. Et c'est ensemble qu'on va le construire. L'autre, Emmanuel, il a dit que l'opposant est donc le meilleur conseil donc, du président de la République. Et que maintenant qu'il n'y a pas d'opposant, est-ce que comment nous voyons ça? Est-ce que c'est bien pour le pays? C'est vrai que la démocratie a besoin donc d'une opposition forte. Mais en réalité, ce que les gens ne disent pas assez, notre pays, depuis 1990 à ce jour, n'a pas réussi à définir donc le statut d'opposition. La dernière loi de 2009, enfin sous Yaïboun, qui a donc donné donc, disons, des grandes lignes, et la loi a été finalement votée. Mais à ce jour, les formalités pour être opposant, ce n'est pas rempli. Pour la simple raison que quoi? C'est la réforme du système partisan. Moi, je considère que le président Talon est en transition. Il faut faire de la réforme du système partisan. C'est cette réforme qui permet donc de donner les moyens légaux, matériels et financiers pour que ça prenne corps. Les gens croient que le fait donc de dire on soutient donc une réforme, c'est parce qu'on est d'accord sur tout ce qui se fait. Non, c'est pas comme ça. Quand vous êtes un acteur politique et que il y a le minimum à mettre en place pour pouvoir faire choses. On dit par les réformes annoncées que depuis 1990, qu'on chante qu'on veut faire réforme et que personne ne veut aller aux réformes. Et je vous ai dit tantôt, au Bénin, nous prenons la réforme pour que rien ne change. On veut changer pour que rien ne change. Et c'est ça qui est donc le mal du Bénin. Il faut d'abord qu'on puisse faire les réformes. Donc, en réformant le système partisan, en mettant en place un financement public des partis politiques, on finira donc par arriver à la redéfinition du cadre politique. Mais au demeurant, tel que ça fonctionne, c'est normal que donc les gens soient donc dans cette situation. L'autre auditeur donc a souhaité qu'on ait donc sur la révision de la Constitution. Est-ce que nous pensons que ça ne va pas revenir? Mais on ne va pas avoir peur de la révision de la Constitution. Au point de dire, donc ça va être de revenir encore. Mais si ça revient, mais les réformistes que nous sommes, on va encore on va appuyer. Je vous ai dit que nous avons pendant 10 ans, celui qui a dit que nous avons soutenu le président Yaïboune, mais bien sûr, nous sommes républicains. Un pays pauvre comme le Nord, quand quelqu'un dit je veux construire, il ne faut pas déconstruire, il ne faut pas l'attaquer, il faut laisser donc souhaiter qu'il fasse ce qu'il a dit. Donc dans le cadre de la réforme de la révision de la Constitution, bien sûr que nous avons, je ne sais pas si le chef de l'État va ramener ça, mais
nous sommes d'accord, on insiste pour dire qu'il y a des points à retoucher. Si quelqu'un pense que le moment n'est pas bon, on n'a qu'à nous dire exactement quand est-ce que ça va être bon. Puisque dans tous les cas, tout le monde est d'accord sur le diagnostic, à savoir, allez à la réforme. Maintenant, si on estime que ce n'est pas le moment, bon, on n'a qu'à nous dire quand est-ce que ce serait bon. Enfin, ça peut être donc dans 1 an, dans 10 ans, peut-être qu'on nous dit que c'est après 50 ans. Lorsqu'on va fêter le cinquantenaire de notre démocratie, qu'on va faire la révision. On peut dire ça comme ça. Si on convient de ça, personne ne va plus donc se fatiguer pour dire je vais faire réforme. Mais on n'a pas convenu donc de. Et on dit, c'est pas le moment. Yaya a voulu faire, on dit c'est pas le moment. Quelqu'un a voulu faire, on dit c'est pas le moment. Talon veut faire, on dit c'est pas le moment. Bon, finalement donc, il faut donc qu'on s'entende alors. Certainement que c'est lors des cinquantenaires ou lorsque ça a fait 1 siècle qu'on va dire bon, enfin il faut réviser. Peut-être que ça va. L'autre auditeur a dit quel conseil on va donner au président Talon. Ben, c'est ça les conseils qu'on donne. Le conseil déjà donc de faire les réformes. On dit c'est il faut un système partisan. Les acteurs politiques disent on va d'abord faire un recentrage des forces pour éviter donc qu'on ne soit pas en train d'administrer la démocratie avec 250 partis. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on présente un visage un peu plus propre, plus assaini du paysage politique, on va donc pouvoir maintenant susciter davantage donc la diaspora pour dire ah mais oui, ça ne commence pas donc se resserrer. Mais 250 partis, ça fait un peu pagaille. Donc voilà pourquoi je pense que ce qu'ils souhaitent, comme que la diaspora n'a qu'à comment faire pour susciter davantage, ben, c'est dans donc l'assainissement qu'on va faire à l'intérieur. Et ce n'est pas simplement l'affaire du président Talon seul, c'est nous tous. Les gens croient qu'ils vont rester à la touche et lancer des messages dans les réseaux. Non, c'est chacun qui va apporter donc sa contribution à travers donc les canaux. Alors, ces regroupements, ils ont pu lutter contre la corruption. Mais oui, justement, c'est ça l'objectif, justement. L'objectif, c'est donc je reviens encore sur donc, la réforme. On dit avec ces regroupements, mais on dispose pour l'avenir. Ce combat que nous menons, ce n'est pas un combat. Si on fait des réformes et qu'on a fini par s'entendre sur le mécanisme de saisine de la Haute Cour de justice, on a fini par s'entendre sur le mécanisme de financement des partis, financement public des partis politiques, on a fini par s'entendre sur le mécanisme donc, de réduction de comptes, comment faire en sorte que celui à qui on a confié nos responsabilités puisse donc rendre compte et qu'en cas de choses, comment, au lieu donc d'aller devant la Haute Cour de justice, que donc les ministres qui ne sont plus en fonction donc, puissent être directement donc, être présentés devant les tribunaux. C'est ça les réformes. C'est quand on a fait ça, quelque chose, même si on est dans le regroupement, si tu n'es plus DG, tu n'es plus ministre, et que l'audit révèle que tu as fait quelque chose, mais c'est le tribunal ordinaire qui te prend. C'est parce qu'actuellement on a mis le goulot, on oblige que tout le monde aille devant la Haute Cour de justice, les ministres, les anciens ministres notamment, et du coup, le mécanisme de saisine, c'est compliqué. Donc, la réforme, encore, donc celui qui parle donc de est-ce que le regroupement est un frein pour la lutte contre la corruption? Le regroupement n'est pas un frein. Au contraire, le regroupement donc, permet donc d'aller vite à la réforme et donc d'alléger toutes les procédures donc, devant conduire à la chose. Enfin, donc, la question de location de groupe. Mais écoutez, il dit, on avait donc dit qu'on ne va pas louer, on va construire les barrages. Je vous ai dit tantôt, Hospice. Mais un projet de barrage, si le jour où on a fait le voter, le 20 mars, tout le monde veut que le barrage s'installe le 25 mars. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que l'attente est forte. Oui. Le besoin en électricité. Tout le monde est d'accord que notre pays dépend à peu près 90% de l'extérieur en matière d'approvisionnement électrique. Ça veut dire que nous avons un problème d'alimentation du pays. Alors, les réflexions donc depuis 60 ont porté donc sur des mécanismes donc assez fragiles. Ces mécanismes-là ont fait des preuves parce que la population... C'est ça. Donc, celui qui parle souhaite que donc, les barrages se mettent en place vite. Et c'est ça que je vous ai expliqué à l'entame de l'introduction, en disant que les attentes des populations, le rythme de production des résultats par rapport aux attentes. On ne peut pas mettre un barrage en place à moins de 6 mois, ni 1 an. La preuve est que, sous Kérékou, 10 ans, sous Yaï 10 ans, on n'a pas réussi à le faire. Ça veut dire que ce n'est pas manque de volonté. Hein. Et Soglo,
qui a fait 5 ans, et Kérékou, et Yaï, chacun d'eux aurait bien voulu avoir donc des barrages. Mais ils n'ont pas réussi à faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question simplement donc. C'est nécessairement donc, il faut donc monter le projet et, disons, mobiliser des ressources et voir donc les questions de coût d'opportunité. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça qui fait. Malheureusement, donc je vois que le temps est. Tout à fait. Par rapport à la dernière préoccupation. Donc, merci. Nous allons vous peut-être laisser dans quelques instants, 30 secondes pour votre mot de la fin, pour votre appel donc au peuple béninois. Nous allons rapidement accueillir Chrisbel Mocho. Chrisbel Mocho, bonjour. Bonjour, Hospice. Voilà, vous êtes justement dans ce studio pour faire le point de tout ce que l'honorable Adam Bagoudou a dit en espace de 70 minutes. Allez-y. Merci, Hospice. L'invité de 4 sur table, le député Adam Bagoudou, a précisé dans son développement que le congrès tenu hier par le FA Alafia et ses courants dérivés rentre dans le cadre des réformes annoncées. Non pas pour affaiblir les FCBE dans le Nord, mais plutôt pour construire un espace politique homogène. L'élu parlementaire a exposé les raisons du retrait du FA Alafia des FCBE. Il énonce que le départ du FA Alafia auquel il appartient tire sa source du vote de recevabilité apporté au projet de la révision de la Constitution. L'honorable explique que ce acte est de bonne foi puisqu'ils ont soutenu ce projet lors du mandat écoulé du président Boni Yayi. Il poursuit avec le mouvement G15 qui, à l'en croire, constitue une démarche républicaine, quitte à évaluer au soir de 2021 le mandat du président Patrice Talon. Bon dimanche à vous. Merci Chrisbel Mocho pour cette synthèse. Alors, honorable Adam Bagoudou, c'est la fin de cette émission. Vous avez quelques secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je voudrais encore une fois donc, vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée donc, de pouvoir me prononcer sur l'activité d'hier, mais de façon donc générale. Je voudrais nous saluer donc votre collègue qui nous a accompagnés et saluer donc l'ensemble donc, des techniciens et tous ceux-là qui ont permis donc et dire simplement que le Bénin c'est un chantier donc ouvert. Le chantier est ouvert, donc tous les acteurs donc, sont attendus. On ne construira le Bénin. Donc, la construction donc, de ce pays, ce n'est pas l'affaire donc de chef seul. Il faut que chacun de nous puisse mettre. Et l'espace politique, tel que nous sommes en train donc, de le voir, nous avons besoin donc de ce resserrement, nous avons besoin de ce regroupement. Et l'étape donc d'hier, comme ça a été donc résumé, eh bien donc ça s'inscrit dans un processus. Donc nous sommes disposés avec donc l'ensemble des autres forces politiques donc, du pays à poursuivre donc, la réflexion pour que l'assainissement du système partisan, enfin cette réforme puisse donc prendre corps. C'est ça. Nous sommes donc vraiment, et donc j'invite le peuple béninois à beaucoup de sérénité, à de la patience. C'est vrai, les besoins sont là, mais nous sommes donc aux côtés donc pour pouvoir ensemble chercher donc les apports de solutions aux côtés donc du gouvernement. Voilà. Merci, honorable Adam Bagoudou, député à l'Assemblée nationale, membre de la Haute Cour de justice. Merci donc d'avoir été là. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Quand c'est table d'ici dimanche 24 septembre de l'année 2017. Merci à toutes et à tous pour votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique de Iban FM de Paraco qui était en synchronisation. Rock Botonfedo à la mise en onde ici à Cotonou. Youssouf Semiat Youssouf, voilà, donc à la caméra de Océan Télévision. Chrisbel Mocho, merci également à vous pour la synthèse donc, de cette émission. Devant ce micro hospice, nous de travaux, bien retrouver la même équipe dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était donc le 37e numéro de l'année 2017 de Cassita Beauvoir.